Alors, bonjour à tous. Du coup, je vous propose de démarrer le live. Là, je pense qu'à peu près tout le monde est arrivé. Donc déjà, la première chose que je souhaite faire, c'est remercier déjà toute l'équipe de Clanic d'avoir organisé cette Tech Day. Je me présenterai juste après rapidement. Donc l'idée de ce talk, ça va être de présenter donc un petit peu mon activité entrepreneuriale au cours des dernières années. Et on va avoir un petit temps de réponse à des questions, des interrogations que vous avez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra un peu de temps pour répondre à tout ça juste après. Donc voilà. Donc je me présente, je suis Benoît Lange, donc je suis PDG de la société Data Terrae. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'avais envie de vous présenter, c'est finalement un petit peu le parcours que j'ai eu autour de la création d'entreprise, parce que c'est un parcours qui a été divers et varié. J'ai créé plusieurs startups et je vais vous raconter un peu toute cette histoire-là, de pourquoi j'en suis venu à créer ces startups-là, le contexte de création et finalement pour répondre à quelles problématiques. Donc pour revenir un peu dans le passé, je vais revenir finalement pendant mes études de master, et je me suis lancé en fait dans la création d'une première société qui avait pour vocation en fait à référencer des médecins qui utilisaient du Botox comme outil de rééducation au lieu de s'en servir comme un outil de chirurgie esthétique. En gros, le Botox, on va pouvoir s'en servir pour faire de la rééducation thérapeutique, et l'idée c'était d'être capable de mettre en relation les chercheurs du domaine de ce milieu-là pour finalement être capable de comprendre un petit peu quelles étaient les utilisations de ces chercheurs-là entre eux là-dessus. Bonjour pour les nouveaux arrivants. Et donc l'idée, elle était simple finalement, on voulait faire une plateforme de développement web assez classique, hein, on parle il y a relativement longtemps, et au final on s'est retrouvé à construire en fait une solution de mise en relation de chercheurs entre eux, avec pour vocation à connecter en fait les chercheurs qui utilisent du Botox, qui était quelque chose d'assez innovant. Suite à ça, donc c'était la première création de société. On avait une idée assez simple au final. On voulait créer un site web de référencement, et on s'est retrouvé à faire un moteur de recherche pour des gens qui étaient issus de la recherche et qui allaient travailler sur des problématiques médicales. On a pu commencer à s'intéresser à la problématique médicale. Suite à ça, donc j'ai dû fermer la société pour me lancer en fait dans ma carrière universitaire, parce que j'ai démarré une thèse en informatique au sein d'IBM, et avec le laboratoire du LIRM, donc c'est le laboratoire d'informatique de Montpellier, où là, l'objectif, en fait, c'était de fabriquer une solution qui permettait de faire de l'analyse thermique du bâtiment et de faire de l'optimisation énergétique du bâtiment par l'utilisation de capteurs et d'intelligence artificielle. On commençait vraiment à être aux prémices en fait, du big data, et l'idée, c'était d'être capable de mélanger un peu deux thématiques qui étaient finalement le big data, la gestion de la donnée, et l'intelligence artificielle. Mon travail était spécifique, parce que donc, moi, je travaillais plutôt sur la partie visualisation, compréhension des données, et j'ai pu proposer tout un tas de travaux liés à ça. Donc, on avait plein de capteurs qui étaient installés dans le bâtiment, et mon travail consistait simplement à aller collecter cette information, la visualiser, la rendre compréhensible pour monsieur tout le monde, et être capable d'avoir des manipulations là-dessus. Et finalement, au travers de ces travaux-là, je me suis intéressé à plusieurs choses, donc la visualisation de ces informations-là. Comme on était sur un travail de thèse, c'est des informations qui ont mis du temps à arriver. Une thèse, ça dure grosso modo 3 ans, et au bout de 2 ans et demi, j'avais toujours pas de données, mais du coup, il fallait pouvoir avoir des stratégies derrière pour travailler. Et du coup, je me suis intéressé à la modélisation thermique du bâtiment. Et donc, on a construit un certain nombre de modèles thermiques du bâtiment qui nous ont permis finalement de créer de la connaissance dans ces bâtiments connectés. Et quand on a eu les données, en fait, de simuler le comportement thermique du bâtiment. Une fois qu'on a confronté en fait ces modèles de simulation thermique avec la réalité, on a essayé de comprendre finalement comment était la dynamique du bâtiment d'un point de vue thermique, énergétique, etc. Et on a pu commencer à analyser plutôt les comportements des personnes qui étaient dans le bâtiment, parce que finalement les données qu'on avait, c'était des données de température, hygrométrie, CO2, et en corrélant ces différentes informations, on avait plutôt une cartographie en fait de l'activité humaine dans le bâtiment. Et on a commencé à analyser ça en fait pour essayer de produire en fait de la connaissance là-dessus. Et en produisant cette connaissance-là, en fait, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait certaines anomalies dans les données, et on a essayé de les corriger. Donc, les premières anomalies, en fait, c'était des données qui étaient un petit peu aberrantes. On s'est rendu compte qu'en fait, les ingénieurs qui avaient fait l'installation des systèmes électroniques de collecte de données, ils les avaient mal faites, ils avaient installé des capteurs derrière des télés ou des choses comme ça, et du coup, on devait adapter notre modèle thermique pour s'adapter à ces contraintes-là en supprimant le bruit qui était lié finalement à cette thermie des télévisions. Le deuxième fait marquant en fait de ces travaux-là, c'est basé en fait sur la partie, on va dire, visualisation. Donc, au travers des outils de visualisation que j'ai mis en œuvre,
on avait une pièce qui était toujours bleue. Le bleu, ça veut dire qu'elle était inoccupée. Et c'était un bureau d'une personne, et du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi, pendant les 6 mois en fait, où on avait des données, le bureau était toujours bleu, donc toujours inoccupé. Donc, je suis passé régulièrement en fait, devant ce bureau-là, et j'ai essayé de comprendre en fait, ce qui se passait. Et il s'avère que finalement, ce bureau était toujours vide. Donc, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi il était toujours vide, et en discutant un petit peu avec les gens aux alentours, et en fait, personne ne s'était jamais aperçu que la personne n'était pas dans son bureau. Donc, il a été convoqué par ses managers pour voir un petit peu pourquoi il n'était pas là, et en fait, on s'est aperçu que la personne, elle avait peur en fait des capteurs qu'on avait installés parce qu'elle avait peur d'être fliquée. L'outil qu'on a mis en place à ce moment-là, en fait, c'est un outil qui était fait pour faire de l'optimisation thermique du bâtiment. On s'est retrouvé à avoir un outil de surveillance des personnes, de l'activité humaine dans le bâtiment, qui ne correspondait pas du tout finalement à ce qu'on voulait faire. Et c'est un petit peu tout ce que je vais vous présenter au cours de ce talk. C'est-à-dire qu'on va toujours partir d'un concept qui va être un besoin et on va diverger sur d'autres problématiques. Et cette divergence, en fait, va nous inciter à créer soit des sociétés qui vont être dédiées à ça, soit à développer des projets vraiment spécifiques là-dessus. À la fin de cette thèse-là, grosso modo, quand on fait une thèse, les 6 derniers mois, on va les passer à faire de la rédaction. On va écrire son manuscrit, etc. Moi, je me suis lancé dans une nouvelle entreprise qui s'appelle en fait Naturalpad et qui avait vocation à travailler sur de la rééducation thérapeutique. Alors, pourquoi je me suis lancé là-dedans? C'est assez simple. Les tests que j'ai fait, donc c'était sur de la visualisation d'informations, la manipulation de données et l'intelligence artificielle, donc mélanger un petit peu ces 3 problématiques-là. Et j'étais dans une équipe qui était orientée autour du traitement du signal, du traitement de l'image. Et j'avais pu me familiariser avec pas mal d'algorithmes en fait qui étaient issus de la reconstruction 3D, de la modélisation 3D, de l'extraction topologique de formes 3D, etc. Et c'est des choses finalement qui me parlaient. Et en discutant avec d'autres doctorants au sein du LIRM, donc le laboratoire dans lequel je travaillais, on a trouvé un intérêt commun à développer une solution qui était un serious game pour de la rééducation thérapeutique. Où le principe, en fait, était assez simple, c'est on va utiliser des caméras standards ou des caméras type image de point et on va être capable de faire de la reconstruction 3D de la personne pour faire de l'extraction de squelettes virtuels et être capable d'évaluer, en fait, l'impact de la rééducation qu'il a sur son bien-être. Typiquement, si on a fait un AVC, on va avoir une certaine paralysie et les médecins utilisent des outils archaïques pour faire des mesures en fait angulaires, là où nous, on était capable de proposer une solution innovante. Et donc, on a construit cette solution-là qui a été distribuée dans les hôpitaux et dans les centres de rééducation. Et suite à ça, donc, ce que j'ai proposé justement au PDG de la société, c'était de s'orienter vers le traitement de la donnée médicale en fait, qui n'était pas encore vraiment normalisée. Le PDG n'a pas voulu pour des raisons de complexité, on va dire, industrielle, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, en fait, aurait résonné en avance de phase et aurait permis, en fait, de créer un certain business par rapport à ça pour la société. Donc, à la fin de ma thèse, pour reprendre ma carrière académique, puisque j'ai eu toujours 2 carrières, qu'elles soient industrielles et académiques en parallèle, donc j'ai rejoint le LIPSIS à Paris, qui est un laboratoire d'informatique, pour travailler sur une problématique astrophysique. Alors, ça n'a rien à voir avec mes travaux de thèse qui étaient sur l'optimisation énergétique du bâtiment, mais c'est lié au final, puisque donc, pendant mes travaux de thèse, j'avais travaillé sur la modélisation thermique du bâtiment, j'avais des modèles à base de particules, et quand on va avoir des simulations astrophysiques, on va travailler sur la même topologie de modèles. Donc, on avait un modèle particulier qui était en série, donc c'est-à-dire qui allait fonctionner sur un seul cœur. Et l'idée, c'était d'être capable de porter ça sur une architecture multicore, voire many-core. Donc, les architectures many-core, ce n'est pas des architectures GPU, ça va être des architectures dites x86 qui vont avoir de nombreux cœurs. Donc, c'était des Xeon Phi à l'époque. Et donc, les travaux qu'on a fait nous ont permis d'avoir un super résultat en termes de calcul et surtout de reprendre un petit peu les travaux que j'avais réalisés pendant ma thèse, puisque donc pendant ma thèse, l'objectif était d'avoir de l'optimisation énergétique du bâtiment, mais quand on va faire de l'optimisation énergétique du bâtiment, on doit avoir une solution qui soit aussi économe en énergie. Et tout le travail que j'ai fait en amont de ma thèse, justement, c'est d'être capable d'avoir des modèles qui soient énergétiquement viables et qui puissent permettre d'optimiser le bâtiment à moindre frais, donc ne pas utiliser des infrastructures IBM typiquement, sachant que j'étais chez IBM, ou utiliser des modèles qui étaient, on va dire, de faible résolution. Et donc, j'ai pu réutiliser ça, en fait, au sein de mon postdoc pour améliorer les résultats et avoir des performances qui outrepassaient le nombre de processeurs sur un algorithme assez simple. On était capable d'avoir des accélérations de l'ordre de 18 pour une architecture à 16 cœurs, par exemple. Et en parallèle de ça, donc je me suis lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale où là, l'objectif, c'était en fait de créer des objets connectés pour la maison.
L'idée, c'était assez simple, c'était être capable de construire un modèle d'objet connecté qui est régi par un modèle biface, où en fait, on va vendre l'objet connecté à monsieur tout le monde et on va vendre la ressource de calcul aux industriels. On était dans une problématique qui était assez forte autour de la distribution du calcul et l'accès à ces ressources-là. Et l'idée, c'était de financer en fait cette ressource de calcul et l'optimisation énergétique par les deux business models. Ce travail-là, en fait, faisait ni plus ni moins que suite à ce que j'avais fait en fait pendant ma thèse. C'est une idée qui avait maturé. On avait évalué la faisabilité technique de créer ces objets-là et d'être capable de construire la plateforme qui donnait lieu à ça. Malheureusement, donc cette société-là, je l'ai fermée assez rapidement parce qu'on a essayé de lever des fonds pour financer le développement de ces objets connectés. Et à cette époque-là, en fait, c'était une société, enfin, c'était quelque chose qui était relativement complexe à mettre en œuvre. Et donc, du coup, on a vite laissé tomber qu'on n'a pas réussi à lever des fonds. Suite à ce premier postdoc et donc à cette société-là, donc je me suis lancé toujours pareil dans ma carrière académique, où je suis parti donc à Grenoble travailler sur une plateforme big data pour gérer des pétabytes de données. Quand on fait de la recherche, on va toujours avoir des problématiques de gestion de la donnée. On va produire énormément de données et quand on parle énormément de données, on va plutôt parler de pétabytes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir des modèles scientifiques qui vont produire beaucoup d'informations et il faut être capable de stocker cette information-là, la manipuler et la traiter en temps réel. Et tout l'objectif de mes travaux de recherche, c'est d'être capable de construire en fait une plateforme qui soit capable de passer à l'échelle, quelle que soit la topologie, la quantité de données, la vélocité des données. Typiquement, on devait construire une plateforme qui soit dite lambda, qui nous permettait de traiter les données en temps réel, mais également les traiter en batch. Donc, on a pu construire cette plateforme-là et on a pas mal avancé sur le sujet en proposant justement une plateforme innovante capable de gérer ces pétabytes de données. Et comme je m'ennuyais un petit peu pendant ce postdoc-là, finalement, je me suis lancé dans une nouvelle création de société. Et cette fois-ci, j'ai plutôt visé le monde agricole et la création d'objets connectés pour le monde agricole. L'idée derrière ça, c'était d'être capable de piloter finalement toute la phase de culture pour rendre la culture automatique au travers d'objets connectés. Au moment où je voulais lancer la levée de fonds justement là-dessus, j'ai quitté l'INRIA dans lequel j'étais en postdoc et j'ai rejoint une société d'agronomie sur la région de Montpellier. Étant donné que j'avais rejoint cette société-là, en fait, je me suis dit que c'était pas la peine de continuer ce projet de création de start-up de mon côté, puisque j'allais pouvoir le réaliser au sein de la société d'agronomie de Montpellier. Et donc, j'ai fermé cette société-là pour me lancer corps et âme dans la société d'agronomie. Au début, c'était une société qui était plutôt, enfin, on l'a recruté plutôt sur un poste de développeur. Et au bout de quelques mois, en fait, on m'a proposé très rapidement d'aller sur la partie développement d'objets connectés. Et donc, on a pu construire le premier débitmètre connecté au monde qu'on a pu installer dans les champs de vignes américains. Et dans ce cadre-là, donc la société a pu créer une société qui s'appelait, qui était dédiée à l'IoT. Et donc, du coup, j'ai pu être en charge de cette société-là, qui a ensuite participé au rachat d'une autre société qui développait des capteurs pour les bovins. Et donc, on a pu travailler sur la problématique de construction de capteurs pour les bovins. C'est quelque chose qui était assez nouveau pour moi. Quand on a acheté cette société-là, en fait, on a été dans une démarche d'intégration de ces capteurs-là. On s'est retrouvé avec une plateforme existante qui devait gérer 50 000 capteurs. Et l'objectif du PDG à ce moment-là était de créer une plateforme qui soit capable de gérer 9 millions de capteurs pour attaquer tout le marché des bovins américains. Et donc, du coup, on s'est lancé dans des travaux pour réaliser une solution de collecte, traitement et analyse des données, principalement pour des capteurs pour bovins. On a mis une équipe de développement dessus. Et finalement, quand on y a réfléchi un petit peu plus tard, on s'est aperçu que ces travaux-là, on les avait déjà entamés dans cette même société, mais au travers d'un autre projet qui avait pour objectif de créer une solution de traitement de l'information pour des données météo. Et on l'avait refait aussi précédemment sur un outil qui était dédié aux OAD en fait, pour l'agriculture. Au final, dans cette société-là, ce type de topologie de plateforme, on l'a développé 4 fois différemment pour répondre 4 fois à des besoins différents, mais les briques élémentaires étaient toujours les mêmes. Et du coup, bon, on a échoué sur les 4 fois parce que c'était une contrainte technique, mais on n'a pas pu avancer. Suite à ça, donc au bout d'un moment, donc je me suis ennuyé dans ce processus-là justement de création de valeur dans la société. Donc j'ai quitté cette société-là pour rejoindre Clanic. Et au sein de Clanic, on m'a envoyé sur une mission qui avait pour objectif de travailler autour des gestionnaires de l'eau. Et on a construit en fait une plateforme pour gérer les données liées à l'eau.
Et en fait, on a construit la même plateforme que précédemment, ce que j'avais fait dans mon milieu agricole. En réfléchissant à ça et finalement à toutes ces expériences passées, on a essayé avec des anciens collègues de se dire bah, finalement, qu'est-ce qu'on a construit au fil de ces années? Bah, en fait, ça a toujours été la même chose. Et c'est comme ça qu'est née la dernière société sur laquelle je travaille actuellement, qui s'appelle DataTerrae. Et aujourd'hui, donc, on est en train de construire une solution que je vais vous présenter juste après, et qui n'est ni plus ni moins que le fruit, finalement, en fait, de 20 ans d'expérience sur le traitement de la donnée et l'analyse de la donnée. Et donc, aujourd'hui, on est en train de développer une solution donc, qui s'appelle Data Café, que je vais vous présenter juste après, et qui a l'objectif, en fait, de laisser les données s'exprimer pleinement. La donnée, c'est quelque chose qu'on produit aujourd'hui tous les jours, et on se pose un certain nombre de questions par rapport à cette donnée, à la valeur ajoutée des données. Donc, ce qu'on construit aujourd'hui, en fait, c'est une solution qui répond à tous les besoins, à toutes les problématiques qu'on a identifiées au cours des différentes années, à toutes les sociétés que j'avais créées précédemment, où j'avais un besoin de vélocité assez fort pour répondre à un besoin métier, mais où je n'avais pas les outils. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle une data fabric. C'est une plateforme, une méta-plateforme qui permet de faire de l'intégration de la donnée, de la gestion de la donnée et de la science sur les données. Quand on parle de science sur les données, c'est faire de l'analyse, de l'intelligence artificielle sur ces données et permettre aux gens du métier, en fait, de venir amener de l'information et de la connaissance aux données. On passe de la donnée à de la connaissance et de la connaissance à du savoir. Avec ce type d'outil, on pense qu'on va être en mesure d'aider justement monsieur tout le monde à construire des applications, à aider nos clients à aller sur de nouveaux business models, à découvrir de nouvelles choses au travers de leurs données. Et c'est ce qu'on a fait finalement au cours de cette première année de création. On a eu donc la plateforme elle a pour vocation à être totalement générique et on va s'intéresser justement à différents sujets qui nous intéressent nous en tant que PDG de la société, donc les problématiques d'énergie, de biodiversité et de la vie. Et donc on a pu au travers de nos premières expériences en fait démontrer un certain nombre de choses avec des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on a travaillé avec plusieurs clients, et il y en a deux principaux que je voulais vous présenter aujourd'hui, où on leur a proposé d'aller au-delà de leur business model actuel pour découvrir de nouveaux business models. Et c'est un petit peu le sens finalement de ma présentation. Au cours des différentes années, en fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a exploré, c'est qu'on est parti d'un besoin qui était exprimé par quelqu'un, par un client, par un prospect et autres. Ce besoin-là, on l'a intégré au sein d'une solution qu'on avait ou qu'on a développée. Et ensuite, on est allé au-delà de cette expression de besoin en leur proposant un certain nombre de choses. Donc, pour vous illustrer un petit peu tout ça, ce discours-là, en fait, je vais vous présenter donc deux cas concrets. Donc, le premier, c'est un cas autour de l'éolien, où on avait un client en fait qui avait une problématique, c'est être capable de faire de la détection et de la classification d'oiseaux sur un parc éolien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une grosse problématique avec les parcs éoliens, c'est qu'on a les animaux, notamment les oiseaux, qui vont se faire assommés par les éoliennes ou tués par les éoliennes. Et si jamais on retrouve ce type d'animal, qui est un animal rare à proximité d'une éolienne, on doit éteindre l'éolienne. Et donc, les gestionnaires de parcs doivent mettre en place des solutions pour être capables de faire de la détection d'oiseaux. Donc, on a eu cette problématique-là, on s'est dit, bon, très bien, on va l'attaquer avec l'intelligence artificielle, et on a construit finalement des modèles d'IA qui permettaient de faire de la détection d'oiseaux. On a pu, avec, à partir de quelques pixels et la dynamique de l'animal, le mouvement, la topologie, etc., être capable de construire un système qui soit très efficace, plus efficace que les solutions actuelles, pour faire cette détection d'oiseaux. Le problème de ça, c'est que finalement, les données qu'on avait, elles étaient relativement propres, mais que relativement. On a dû passer tout un processus de traitement de la donnée pour supprimer plein de outliers, notamment sur la partie détection des oiseaux, où les pales d'éoliennes étaient détectées comme étant des oiseaux. Et en s'intéressant à cette problématique-là, on s'est aperçu qu'on allait être capable de détecter en fait qu'est-ce qu'était une éolienne par rapport à un environnement. Et en fait, on a ouvert pour ce client-là en fait une boîte de Pandore, puisque avant il était focalisé sur la détection des oiseaux, et aujourd'hui il a la possibilité en fait d'aller au-delà, c'est-à-dire faire de la mesure en fait de capacité de production d'une éolienne et faire de la maintenance prédictive sur des éoliennes juste en se basant sur des caméras. Le deuxième projet qui est assez amusant, c'est un projet assez récent qu'on a mis en œuvre avec un partenaire qui développe un objet connecté pour les ruches d'abeilles. Et leur idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable d'utiliser l'IA pour faire de la détection du frelon asiatique? Le frelon asiatique, c'est un animal qui vient sur les ruches d'abeilles, qui tue les essaims d'abeilles de manière assez violente. Et l'idée, c'est d'être capable d'utiliser l'IA pour faire ça. Donc, il a construit toute la partie mécanique qui va capturer le frelon, et lui, il avait besoin de la partie intelligence artificielle. Donc, c'est ce qu'on lui a proposé. Et en analysant finalement ces données-là,
on lui a créé un nouveau business model, puisqu'en fait, grâce à cet outil-là, donc il va être capable effectivement de détecter le front long asiatique, le front long oriental demain, mais il va être aussi capable de fournir en fait un nouvel outil de monitoring des ruches. Ça, c'est une grosse problématique que vont avoir les apiculteurs, c'est être capable de savoir si la ruche est en forme, si elle n'est pas stressée, s'il n'y a pas des problématiques qui sont liées à tout ça. Et grâce à ce système-là, en fait, on va être capable de détecter donc les abeilles, les frelons, et en détectant les abeilles, on est capable en fait d'aller au-delà et créer un nouveau service qui va être un système de monitoring en fait de la vie de la ruche, avec les entrées, les sorties, faire du comptage d'animaux, etc., faire de la détection de charges des différentes abeilles, mais aussi en fait utiliser les abeilles comme une station météo nouvelle génération qui va être locale et plus précise que certaines stations par de la prédiction. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était quelque chose qui était assez global, c'est-à-dire on va finalement partir d'un concept, c'est-à-dire on va aller sur des idées, répondre à des besoins métiers et en fait faire itérer ces choses-là pour aller vers d'autres choses, d'autres sujets, d'autres évolutions, etc. Et toute l'idée finalement dans la création de start-up, c'est d'être capable d'avoir un objectif court terme, moyen terme, long terme et être capable de se projeter très rapidement et de faire évoluer les choses pour aller d'un business à l'autre. Voilà. Je vous laisse un peu de temps si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais essayer de voir s'il y en a. Merci Benoît. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez de manière générale sur différents sujets. Voilà, ça peut être sur du financement de start-up ou des choses comme ça. Le principal, c'est toujours d'avoir une idée. Donc si vous avez des idées, être capable d'évaluer leur faisabilité, la technologicité liée à ça, etc. N'hésitez pas. La plus grande difficulté à rencontrer, alors c'est une très très bonne question. Elle est toujours très variable en fonction de la typologie du projet. Ça peut être sur des projets vraiment techniques, on est plutôt sur une problématique qui va être liée à l'intégration finalement de données ou de compétences métiers. Donc ne pas partir seul, ça c'est une des premières trucs. Et aussi la partie budgétaire, arriver à trouver des fonds pour financer finalement des développements hardware qui peuvent être relativement conséquents. Après, ça dépend vraiment de la typologie des projets. Sur des projets software, ça va être plutôt des équipes techniques, et sur les projets hardware, c'est plutôt la partie financement qui est toujours la partie bloquante. On a la chance d'avoir pas mal d'incubateurs qui permettent d'aider là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur d'autres thématiques. Alors, c'est une très bonne question. Donc, la question est-il important de monter une structure dès le début ou est-ce qu'il vaut mieux faire mûrir l'idée avant? Ça, c'est une très bonne remarque. J'ai fait tout et son contraire. Donc, sur les premières structures que j'ai montées, je les ai montées très rapidement. C'est une très, très grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a à l'époque, donc ça n'existe plus, mais il y avait la possibilité d'avoir des aides de type subvention en fait, qui permettaient de financer des projets en amont. Ce type de démarche, elle n'existe plus à l'heure actuelle. C'était des choses qui existaient plutôt dans les années 2010. Et la problématique qu'on a maintenant par rapport à ça, c'est à quel moment faut-il créer? Dans certains cas, je me suis retrouvé à créer des sociétés avant d'avoir des clients. Et je les regarde après, puisque finalement, on va assez rapidement consommer ces fonds. Donc, il faut le créer le plus tard possible. Et avant de signer les premiers clients, il faut être vraiment sur la fin pour être capable finalement d'avoir suffisamment de temps pour mûrir l'idée, chercher les bons financements, être capable de mobiliser les fonds, mobiliser l'équipe qui est très important. Il ne faut jamais partir seul. Il y a des projets où je suis parti tout seul. Et c'est des choses que j'ai regrettées par la suite. Je suis parti avec des gens qui étaient très, très, très bons techniquement, mais qui après ne pouvaient pas suivre d'un point de vue humain. Donc savoir s'entourer, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc monter sa structure très rapidement, surtout pas. Il faut vraiment prendre son temps et prendre l'idée de mûrir les choses là-dessus. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le sujet. Hop.
Merci à vous de votre temps. Donc, on va bientôt arriver à la fin du temps pour la partie questions. Donc, pensez bien à aller vous connecter au prochain talk. Il sera présenté par Romain Meunier et l'objectif sera de parler de gestion de cluster multitenant avec GitOps. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous connecter dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit par LinkedIn ou autre pour voir un petit peu si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, que vous avez imaginé. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, à m'ajouter. Alors, j'ai une question qui est intéressante, c'est au bout de combien de temps on devrait se rendre compte que l'idée est viable au cours de sa réalisation? Ça, c'est une très très bonne question, ça va dépendre totalement des sujets. Sur des sujets hardware, c'est des fois des choses qui sont compliquées parce que du coup, on va avoir les équipes techniques hardware qui vont prendre du temps, qui n'ont pas le même temps de vie que des entreprises du software. Donc, il faut être capable de s'adapter à ces problématiques-là avec des cycles de développement qui ne sont pas du tout les mêmes et qui ne sont pas forcément compatibles. Et après, au niveau de se rendre compte de l'idée de viabilité, ça dépend vraiment de la démarche commerciale qu'on va avoir. Si on a une démarche commerciale très forte, mais avec un très faible taux de conversion, il y a une vraie question de viabilité à se poser. Par contre, si on a un très fort taux de conversion avec finalement une démarche commerciale très faible, il y a aussi une vraie question de viabilité parce que ça peut poser des problèmes à terme si on a finalement plus de clients qui liés à ça. Voilà. Voilà. Je pense qu'on arrive à peu près au terme. N'hésitez pas donc, de me rajouter sur LinkedIn, de m'envoyer des questions par mail ou autre. Je serais ravi de vous répondre là-dessus. Pour rappel, donc, vous avez au sein de Clanic la possibilité au travers de Corner justement de répondre à des appels à projets pour de la création de société. C'est toujours intéressant d'être dans une dynamique comme ça et d'être encadré par la société dans laquelle on travaille pour créer des entreprises parce que ça peut être des opportunités vraiment très intéressantes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou autres, des choses qui vous interrogent sur le sujet. Merci à vous en tout cas d'être venu, d'avoir été présent, si nombreux. Et n'hésitez pas, oui, si vous avez des choses à voir, n'hésitez surtout pas à vous connecter au prochain call qui va être très intéressant, notamment sur la partie GitOps. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous. Bonne journée.